Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine au sein de la banque CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau webinaire du Club des experts CIC en partenariat avec les avocats du barreau de Bordeaux. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, un petit mot sur ce Club des experts. Donc, il se veut vraiment au service des territoires, des acteurs économiques et des entreprises de notre région. Nous le voulons vraiment très concret et on aborde des sujets vraiment sur de différentes thématiques pour être le plus couvrant possible et pour qu'il vous soit évidemment utile au quotidien et dans vos projets, etc. Il est dédié aujourd'hui à un sujet d'actualité qui est la déclaration fiscale. Alors, ce webinaire va consister vraiment à vous communiquer des éléments pour vous aider à compléter cette déclaration et ça peut être vraiment très utile puisqu'on est en pleine période justement de complétude de cette déclaration. Pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Pauline Rousier. Enchantée. Voilà, qui est avocate fiscaliste. Et bonjour et bienvenue. Merci. Bienvenue à vous. Au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un onglet en haut de votre écran où vous avez marqué questions-réponses. Donc, allez-y et on aura plaisir et surtout, Maître Rousier aura plaisir à y répondre en fin de présentation. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous allez débuter, Maître Rousier, par un rappel un petit peu des fondamentaux à connaître au préalable du moment où on va remplir la déclaration. Vous allez également revenir un petit peu sur les nouveautés, justement, sur la déclaration 2022. Et puis après, vous allez rentrer vraiment dans le vif du sujet avec aussi des illustrations avec des cas concrets et qui permettent vraiment de bien comprendre les propos. Donc, je vais vous donner la parole sans tarder. Merci et puis, beaucoup. On se retrouve à la fin de votre présentation. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Alors, en effet, on est donc dans un thème d'actualité puisqu'on est en plein dans la déclaration d'impôt. Au préalable, il me semblait important de rappeler quelques petits fondamentaux. Même si on nous les rappelle un petit peu partout, qui sont importants. D'abord, avant de déclarer, évidemment, il faut connaître les dates. Donc, quelques dates importantes en fonction des départements dans lesquels vous vivez. Et donc, ces dates importantes, en effet, en fonction des départements, donc les départements 1 au 19, donc vous avez jusqu'au 24 mai 2022, sachant que c'est cette date limite aussi pour les non-résidents. De même, du coup, pour le département qui nous concerne, donc 20 à 54, nous avons jusqu'à la fin du mois de mai, donc le 31 mai 2022. Et pour les autres départements, y compris les DOM-TOM, c'est le 8 juin 2022. Voilà. Sachant que, très important, ces dates sont les dates limites pour les déclarations en ligne. Pour la déclaration papier, il faut vous presser puisque la date limite est fixée au 19 mai. Voilà. Donc, pour les petits propos en termes de dates, pour vous rappeler que vous avez des dates limites et elles sont à retenir. Ensuite, il me semblait très important aussi de rappeler quelques nouveautés de cette déclaration. Vous savez, il y en a chaque année. La première qui est assez intéressante et qui vous concerne la majorité d'entre vous, c'est cette revalorisation du barème kilométrique de 10%. Donc, vous allez trouver notamment sur votre déclaration une petite notice et comme vous le savez, dans cette déclaration et dans cette notice, vous avez notamment le barème kilométrique qui s'affiche et vous allez trouver cette revalorisation. Ensuite, dans les autres petites nouveautés aussi, si jamais vous comptez vous abonner, prendre un abonnement presse, vous avez un nouveau crédit d'impôt qui vous permet un remboursement, un remboursement de votre abonnement à hauteur donc de 30%. Attention, cela concerne les abonnements qui sont pris et qui ont été pris à compter du 9 mai 2021. Voilà, bien évidemment, là c'est pareil, dans votre déclaration, on vous donne les abonnements concernés et qui peuvent rentrer dans ce crédit d'impôt. Ensuite, aussi nouveauté et qui est aussi dans l'actualité vu qu'on est écologie, véhicules électriques. On a là aussi un nouveau crédit d'impôt dans le cas où vous mettriez à votre disposition au sein de votre domicile du coup une recharge électrique. Voilà, donc là c'est un crédit d'impôt qui est égal du coup à 75% du montant des dépenses
Alors, évidemment, il y a un seuil, 300 € à ne pas dépasser, qui sera la limite de ce crédit d'impôt. Vous avez aussi en effet une réduction de 75% pour les dons au culte, pareil avec une limite de 554 €. Voilà, vous avez, il y a énormément d'autres nouveautés, évidemment, on ne peut pas toutes les citer, mais c'est pareil, vous pouvez les retrouver toutes, je renvoie beaucoup, mais à impôts.gouv, dans lesquels voilà, vous allez avoir énormément de détails sur ces nouveautés. Alors, aussi, préalable, important, vous avez cette fameuse déclaration 2042 que nous connaissons toutes et tous, mais il n'y a pas que celle-ci. Et parfois, on peut être un petit peu perturbé, ne pas savoir où remplir, où mettre tel revenu. Je pense notamment aux professions libérales, je pense aussi à certains revenus fonciers. Voilà, il y a donc cette 2042. Et je pense aussi beaucoup aux réductions et aux crédits impôts. Parfois, on ne sait pas où les mettre. Et bien là, c'est simple. Je vais vous lister donc, voilà, tous les formulaires. Vous avez notamment ce formulaire 2042 RICI, donc réduction impôt, crédit d'impôt, dans lequel vous allez pouvoir retrouver. Et ce formulaire, j'insiste parce qu'il est vraiment détaillé et il permet de comprendre un petit peu ce que vous pouvez mettre, ce qui donne droit à un crédit, ce qui donne droit à une réduction. Voilà, il est assez détaillé, plutôt bien fait. Donc voilà, important. Ensuite, on a la 2042C pour les revenus complémentaires, type investissement, revenus locatifs. 2042C Pro, donc là, cette 2042C Pro, c'est pour les revenus autres que les revenus salariés, donc je pense pareil aux libéraux notamment, donc c'est les revenus non salariés. 2042 IFI, voilà, et la 2074 pour les plus-values. Voilà, il faut aussi retenir, donc j'ai pas... J'en parle un petit peu en annexe, mais il y a aussi pour les professions libérales, voilà, j'en parle en connaissance de cause, il y a aussi cette 2035 qui doit être remplie, notamment pour les professions, je pense aux professions libéraux qui sont sous le régime de la déclaration contrôlée. Voilà. Important aussi pour les primo-déclarants, on ne les oublie pas et on sait que cette première déclaration n'est pas forcément, parfois on est un petit peu perdu. Logiquement, vous êtes censé avoir reçu un courrier de l'administration fiscale. Ce courrier, vous devez l'avoir reçu au mois d'avril, avant la fin du mois d'avril. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, pas de panique, vous pouvez contacter votre centre des impôts. Et vous allez recevoir un numéro fiscal avec cette possibilité du coup de faire votre première déclaration en ligne. Donc voilà, pas de panique si aujourd'hui encore vous n'avez rien reçu. Vous appelez et on va vous donner toutes les informations pour vous permettre de faire votre déclaration. Donc si on rentre dans le vif du sujet maintenant, vous avez cette fameuse déclaration sous les yeux et donc vous vous empressez de commencer à remplir les informations demandées. Alors en préalable aussi, j'aimerais vraiment, c'est quelque chose que je vais vous répéter, mais maintenant on a des déclarations du coup en ligne qui sont pré-remplies. Il faut vraiment vérifier toutes les informations pré-remplies. Je pense que c'est, voilà, je vais le répéter tout au long de cette présentation, mais l'administration fiscale a connaissance de certains éléments. Il faut vraiment tout vérifier. Donc, je vais détailler un petit peu plus, mais voilà, les naissances, évidemment, l'administration fiscale n'est pas nécessairement au courant que vous avez eu une naissance en 2021. N'oubliez pas voilà, que c'est pré-rempli, mais que c'est les informations de l'année N-1. Donc, c'est parti. Sur votre situation personnelle, ce sont les premiers éléments. Donc, c'est votre état civil. L'état civil et notamment, je pense évidemment, si vous avez changé d'adresse en 2021 et ou du coup début 2022, voilà, il faut le signaler pour que vous puissiez recevoir notamment votre avis d'impôt à la bonne adresse. Ensuite, une erreur sur l'état civil, pareil, il faut vraiment rectifier, donc vous barrez et vous mettez votre bon état civil, enfin, évidemment, pour les déclarations en ligne, vous effacez. La redevance TV. Si jamais vous n'avez pas de télé ou vous n'avez plus de télé depuis 2021,
N'oubliez pas, vous le signalez aussi, parce que évidemment, ça a un impact, je vous rappelle, sur votre taxe d'habitation. Ensuite, je pense aussi du coup à la page 2, votre foyer fiscal maintenant. Là, c'est pareil, très important, vu qu'évidemment, ça va impacter sur votre déclaration, la situation, votre situation maritale, et notamment s'il y a un changement de situation. Très souvent, on se pose la question, j'étais pacsée, j'ai été mariée, j'ai une séparation en 2021. Comment ça se passe? Sachez que s'il y a une séparation, une fin de Pacs ou même un décès en 2021, on considère que vous allez devoir faire votre propre déclaration. C'est-à-dire que du coup, en cas de séparation, chacun des époux devra faire sa propre déclaration pour toute l'année. Voilà, donc ça c'est pareil, on signale qu'il y a un changement dans la situation. Évidemment, vous avez les petites cases, donc la case M pour marié, la case C pour célibataire, voilà. Il faut vraiment signaler en cas de changement et donner la date à laquelle il y a eu ce changement. Vous pouvez, et je pense aussi à l'inverse, donc je parle du négatif, mais il y a aussi le cas où vous vous mariez évidemment en 2021, où vous vous pacsez. Là, c'est un choix. Vous pouvez faire votre déclaration du commune pour l'année 2021 ou alors vous la ferez pour l'année 2022. Mais ça, c'est pareil. Tout ça est vraiment à signaler, ne pas oublier de signaler ces changements. Ensuite, donc évidemment, on va évoquer la part familiale, donc le quotient, fameux quotient familial qui vous donne droit à une baisse d'impôt. Vous, en tant que contribuable, déjà, vous avez une part. Votre conjoint en a une autre. Si vous avez des enfants, c'est un petit peu le b.a.-ba. Vos 2 premiers enfants vous donnent 0,5 part supplémentaire. À partir du 3e, ça commence à devenir intéressant, une part supplémentaire. Je pense aussi aux parents isolés, donc avec cette fameuse case T qu'il ne faut pas oublier, notamment voilà, si vous êtes célibataire, veuf et que vous avez à votre charge un enfant, n'oubliez pas de rattacher et de cocher cette case, excusez-moi, qui vous donne un avantage supplémentaire. De même, sans rentrer trop dans les détails, pour les enfants mineurs, pensez à bien écrire voilà, leur nom, prénom, date de naissance. C'est important, signaler qu'il y a eu une naissance pour justement vous donner droit à cette part supplémentaire. De même, si vous avez des enfants majeurs encore du coup à votre charge et que ces enfants majeurs, vous avez décidé de les rattacher à votre foyer, il va falloir les signaler. Pourquoi? Parce qu'on en parlera après, ça vous donne droit à un avantage. Important, vos coordonnées bancaires à remplir aussi, évidemment. Ne jamais oublier de communiquer ceci à l'administration fiscale. Voilà, un petit peu pour les éléments sur votre situation personnelle. J'insiste sur le fait que tout changement doit être signalé. Pourquoi? Parce que eh bien, vous pouvez avoir un avantage qui pourrait être oublié et c'est vraiment très important de ne rien oublier, de bien vérifier toutes ces informations. Donc maintenant, si on rentre un petit peu encore plus dans le vif du sujet, déclarer vos revenus, évidemment les revenus qui sont imposables. On va voir, donc l'impôt sur le revenu touche 8 catégories de revenus. On a d'abord ce qui touche peut-être le plus grand nombre d'entre vous, ce sont les traitements et salaires. Donc, ces traitements et salaires, c'est les cases, vous allez voir dans votre déclaration de 2042, un 1AJ ou un BJ. Voilà, si jamais vous avez votre déclaration sous les yeux. Voilà, vous devez déclarer, c'est important. Alors, maintenant, c'est pré-rempli. Mais si je peux vous donner un petit conseil, c'est de bien vérifier que le montant correspond au montant qui est sur votre dernière fiche de paie. Donc, à la fin de l'année, vous avez un montant qui est en bas à gauche, si je ne dis pas de bêtises, et qui est vraiment celui qui doit apparaître. Voilà, donc vérifiez bien ça, sachant, c'est pareil, sur ces points-là, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous rappelle que pour les traitements et salaires, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez un abattement forfaitaire de 10% qu'il faudra déduire de vos traitements et salaires. D'accord? Donc voilà, ça s'applique automatiquement si jamais vous n'avez pas choisi l'autre option qui est la déduction aux frais réels. Voilà, les frais réels avec tout
tout ce qui est barème kilométrique, les frais de repas, voilà, etc. sur tout ce qui est salaire. Je pense aussi à un point important qui est aussi un petit peu dans l'air du temps, ce sont les heures supplémentaires exonérées qu'il ne faut pas oublier. Puisque je vous rappelle qu'on a une exonération de toutes les heures qui sont les heures du coup supplémentaires ou votre contrat classique qui est normalement de 35 heures. Voilà, donc ces heures supplémentaires, elles sont exonérées. On a une limite qui est de 5 000 € par an, mais pensez-y. Très rapidement, voilà, sans rentrer dans les détails, je vous rappelle aussi, il faut déclarer tout ce qui est chômage, chômage partiel, les pensions, les rentes, je pense à nos retraités, voilà, toutes les rentes. On a aujourd'hui, vous savez, ce fameux mécanisme de retenue à la source. Donc, logiquement, si vos salaires n'ont pas évolué par rapport à l'année N-1, les montants devraient à peu près être les mêmes, mais c'est pour ça, pensez à bien vérifier que ce soit le net imposable qui apparaît en bas de votre fiche de paie qu'on retrouve bien dans votre déclaration d'impôt. Et de même pour les pensions de retraite, ce net, c'est celui qui apparaît sur votre attestation fiscale qui vous donne du coup les rentes et les pensions reçues au titre de l'année 2021. Voilà, donc je ne peux pas trop rentrer dans les détails en 45 minutes, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces traitements et salaires, mais c'est un petit peu les grandes lignes. Pensez toujours à bien vérifier, notamment je pense aux frais réels, bien vérifier que voilà, tout ce qui est barème kilométrique, etc., ça a été bien calculé. Vous avez tout ce qu'il vous faut vraiment sur la déclaration d'impôt. Vous avez le barème, on vous donne les formules de calcul. C'est à mon sens plutôt bien fait, même si parfois voilà, c'est difficile à comprendre, mais vous pouvez vraiment vous y référer sans difficulté. Ensuite, on a les rémunérations des dirigeants de société. Alors, je vais passer relativement vite parce qu'en principe, les dirigeants de société sont plutôt conseillés, mais c'est aussi, pour certains dirigeants de société, ils ont aussi un statut assimilé salarié. C'est l'article 62 du CGI. Vous avez la petite case rémunération des dirigeants de société, article 62. Il faut aussi là déclarer vos revenus. Donc, n'oubliez pas que c'est sur cette 2042, si vous êtes dirigeant de société, que vous devez les déclarer. Ensuite, vous avez, on a les trois grandes catégories de revenus qui sont les revenus non salariés. Donc, ce qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles. Alors là, ce sont des bénéfices qu'on va déclarer sur des formulaires qui sont à part, qui ne sont pas sur la 2042, mais sur la 2042 C Pro. Voilà, c'est des bénéfices donc, du coup, qui sont non salariés. Faites attention, là c'est pareil pour les BIC. Vous avez un régime qui est un micro BIC, donc qui s'applique en cas de chiffre d'affaires inférieur à 72 600 € pour les ventes et 72 600 € pour les prestations de services. Et si jamais vous êtes en dessous de ces seuils, donc vous pouvez appliquer ce micro BIC qui vous donne droit à un abattement soit de 71%, soit de 50% en fonction déclaration contrôlée. Ce régime micro-BNC, c'est pour tous les revenus qui n'excèdent pas du coup 72 600. Là, c'est un abattement de 34%. Donc là aussi, c'est un choix stratégique. En principe, voilà, vous avez, notamment, je pense aux professions, aux libéraux, vous allez avoir peut-être votre comptable voilà, qui va calculer vos charges. Est-ce que vous avez plus ou moins 34% de charges si vous êtes en dessous de 72 600, vous pouvez opter. Gros avantage du micro, on n'a pas besoin de tenir une comptabilité. Voilà.
Après, si vous êtes au-dessus, il faut passer au régime de la déclaration contrôlée. Et c'est là où je vous renvoie notamment à la déclaration 2035, excusez-moi, pour les BNC. Pour les BA, c'est pareil. Vous avez un régime donc micro-BA, là qui vous donne droit à un abattement de 87% et on prend en compte les chiffres d'affaires réalisés sur les 2 derniers exercices. Voilà, donc pour ces 3 cas, on va dire ces trois bénéfices, c'est un petit peu particulier. On a une déclaration qui est à part avec un choix micro frais réels qui se fait vraiment antérieurement. Ensuite, je vais évoquer tout ce qui est les revenus de capitaux mobiliers. Donc là, ce qu'on appelle finalement les revenus de placement. Évidemment, je pense aux dividendes que vous avez reçus peut-être parce que vous êtes associé, actionnaire d'une société. Vous avez touché des dividendes. Il faut les déclarer. Alors, pour ces revenus de placement, je pense que vous êtes peut-être au courant, il y a une possibilité. Soit vous êtes imposé à ce qu'on appelle la flat tax, c'est ce fameux 30% qui s'applique automatiquement sur les revenus de placement. Ou alors, vous avez opté, et ça c'est pareil, attention à bien l'indiquer sur votre déclaration d'impôt. Vous avez une petite case, si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a une petite case où vraiment il y a écrit option pour le barème de l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas les 30%, mais ce sera votre barème qui s'appliquera avec ce fameux abattement de 40%. Pour les dividendes. Voilà. Alors ensuite, bien évidemment, je ne peux pas non plus trop rentrer dans les détails, mais vous avez tout ce qui est les gains issus des assurances vie. Qu'il faut déclarer, notamment en cas de rachat. Là, c'est pareil. Vous allez avoir sur votre déclaration un distinguo à faire entre les rachats sur les assurances vie qui ont plus de 8 ans et celles qui ont moins de 8 ans. Pourquoi ? Parce que vous devez le savoir, l'assurance vie devient plus avantageuse, notamment pour lorsqu'elle a plus de 8 ans, lorsqu'on retire sur une assurance vie qui a plus de 8 ans. Donc là, c'est pareil, faites attention. Pour les assurances vie, notamment qui ont plus de 8 ans, on a un distinguo à faire entre les gains tirés des versements qui ont été effectués avant septembre 2017 et après septembre 2017. Voilà, donc là, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que le taux d'imposition avec ce fameux prélèvement libératoire qui était le cas pour les versements effectués avant 2017, du coup, n'est plus le même parce qu'aujourd'hui, on a ce PFU, cette flat tax à 30% qui vient s'appliquer pour les gains des assurances vie, pour les gains des assurances vie, du coup, qui sont postérieurs à 2017. Sachant que, voilà, petit aparté de fond, on va dire, je vous rappelle que sont imposés les gains, donc le capital normalement n'est pas imposé, ce sont vraiment les intérêts que vous avez gagnés depuis que vous avez ouvert votre assurance vie. Voilà. Ensuite, évidemment, je pense dans les revenus de capitaux mobiliers, n'oubliez pas déclarer aussi les intérêts de livret. Et oui, notamment, je pense au plan d'épargne logement, tout ça qui sont maintenant imposables. N'oubliez pas, pour le PEL, donc ce plan d'épargne logement, sont notamment les intérêts pour les plans, donc du coup ouverts depuis le 1er janvier 2018. Voilà. Donc ça, il faut y penser. Très rapidement, ensuite, je vais vous parler tout ce qui est plus-value de cession. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je pense que pour ces revenus-là, il faut vraiment déjà peut-être avoir conseil d'un avocat sans faire la pub. Mais c'est vrai que c'est des opérations qui sont souvent plus délicates. Il faut savoir depuis quand, dans quel cadre, mais si jamais vous avez une plus-value sur une cession, que ce soit sur une cession de titre ou sur une cession immobilière, dans le cadre du coup de votre qui ne sont pas dans le cadre de votre activité professionnelle, j'insiste, dans ce cas-là, eh bien, vous devrez les déclarer tout en prenant en compte, attention, de tout ce qui est abattement pour durée de détention, si jamais vous êtes parti à la retraite. Voilà, ce sont des petites choses qui sont très importantes à prendre en compte. Pour notamment se déclarer ses plus-values. Enfin, sujet qui, je pense, aussi vous intéresse et qui intéresse bon nombre d'entre nous, ce sont les revenus fonciers. Ces revenus fonciers qu'il faut déclarer,
Alors, pareil, revenu foncier, je vous rappelle, vous avez un abattement. Vous avez ce fameux micro-foncier pour les revenus, donc du coup, jusqu'à 15 000 euros. Au-delà de ces revenus de 15 000 euros, vous allez devoir être au réel, donc c'est-à-dire déclarer vraiment finalement les charges réelles qui sont afférentes à votre logement, du coup, et à vos revenus locatifs. Là, c'est pareil. Faites attention. On se pose très souvent la question, est-ce que ce revenu, je peux le déduire? Est-ce que celui-ci, non? Voilà. Là, c'est pareil. Dans votre notice, dans votre la 2042, donc propre aux revenus fonciers, vous avez un tableau qui est plutôt bien fait aussi, dans lequel vous avez vraiment les revenus que vous pouvez, les dépenses et travaux notamment que vous allez pouvoir déduire de ces revenus fonciers. Je pense par exemple, demain vous refaites dans votre logement que vous louez, vous refaites le parquet, ce n'est pas déductible parce qu'on considère que c'est pas, si vous voulez, ça va être une dépense d'aménagement, on va dire entre guillemets, plaisir, pas nécessaire. Par contre, certains travaux d'entretien et de réparation qui sont nécessaires, là, vous allez pouvoir les déduire. Vous avez vraiment un tableau qui vous permet de bien viser les revenus qui peuvent être déduits du coup de vos revenus fonciers quand vous n'êtes pas au micro et quand vous êtes vraiment au régime réel. Je crois que pour tous ces revenus, excusez-moi, je fais un petit peu de bruit, on a à peu près, je dis bien, fait le tour parce qu'évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez les poser peut-être pour des questions un petit peu plus en détail. Alors, une fois que vous avez fait ça, évidemment, il faut déclarer ses revenus, mais il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, tous les déclarer. Heureusement. Il y a certaines choses qu'il va falloir déduire et certaines choses surtout que vous n'avez pas à déclarer. C'est sur du coup le prochain slide. Notamment, je pense, quand on est parent, ces enfants qu'on a toujours sous notre toit et qui font leur petit job d'été, qui réalisent des stages. Pour les parents, c'est souvent une source d'angoisse en disant « Oh là là, mais oui, très bien, tu fais ton job d'été, mais ça va augmenter mon impôt. » Alors, je vous rassure, pour tout ce qui est gratification de stage, vous avez une limite qui est donc de 18 760 euros. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à ce montant-là, vous n'avez pas à déclarer les gratifications de stage perçues par votre enfant à votre charge. Je pense aussi aux jobs étudiants. Les petits jobs d'été, c'est pareil. Vous avez une limite là qui est plus basse, mais qui correspond à 3 fois le SMIC, qui est de 4 690 euros. Jusqu'à cette rémunération touchée par votre enfant, vous n'avez pas à déclarer. Au-delà, il faut. Voilà. Les bourses étudiantes. Alors, faites attention, par contre, au niveau des bourses étudiantes, celles qui ne sont pas à déclarer sont vraiment les bourses d'État versées dans le cadre notamment des études à la fac, voilà, qui ont été attribuées notamment sur critères sociaux. Voilà. Parce que si on est dans des bourses, après, je pense notamment aux bourses des doctorants, voilà, là, ça, c'est à déclarer. Évidemment, certaines aides sociales aussi ne sont pas à déclarer. Donc là, c'est pareil, faites attention si vous faites garder votre enfant et que vous avez droit à ce qu'on appelle la PAJE, ce qui vous permet en fait un petit peu de compenser ce que vous versez à votre assistante maternelle notamment ou à votre crèche. Ça, c'est pas à déclarer parce que finalement, ça vient en déduction. C'est directement versé soit à l'assistante maternelle, soit à la crèche. Donc ça, c'est pas à déclarer. Tout ce qui est allocation familiale, évidemment. Après, je pense aussi à l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation soutien familial, voilà, et le RSA, qui n'est pas à déclarer. De même, si vous avez été chanceux et que vous avez touché cette fameuse prime Macron, elle n'est pas à déclarer, elle n'est pas imposable. Prime Covid aussi, on est dans le thème. Cette prime Covid n'est pas à déclarer. Voilà, elle est exemptée d'impôt. Voilà, donc ça, ce sont vraiment tous les revenus que vous n'avez pas à déclarer. Alors, il y en a d'autres. Faites attention à toujours
il faut que finalement, ce que vous rentrez dans votre déclaration corresponde à ce qu'il y a écrit. Voilà, donc si vous avez un doute, là aussi, vous avez, juste petit tips, impôts.gouv, vous avez ce qu'on appelle je ne sais plus le nom, mais c'est vraiment un livret assez important qui vous permet, que vous pouvez télécharger et qui vous permet de savoir que déclarer et ce qu'il ne faut pas déclarer. Et vraiment sur impôts.gouv, ça peut être une bonne astuce. Donc voilà, il y a aussi d'autres revenus qui me semblaient assez importants de citer, notamment certaines indemnités journalières que vous ne devez pas déclarer. Alors, à contrario, il y en a certaines qu'on doit déclarer, notamment je pense à l'indemnité de congé mat, celle-ci il faut la déclarer, mais par contre d'autres indemnités journalières, notamment en cas d'arrêt maladie, dans certains cas voilà, ne sont pas à déclarer. De même, tout ce qui est les indemnités dans le cadre de l'ALD, affectation longue durée, là c'est pareil. Ou alors toutes les indemnités que vous touchez suite à un accident professionnel ou une maladie professionnelle. Voilà. Pour les pensions de retraite aussi, ça me semblait important. Certaines pensions, pour notamment les personnes les plus modestes, ne sont pas à déclarer. Après, on a aussi toutes les indemnités des personnes qui ont été victimes de certaines maladies, par exemple l'amiante, voilà, ne sont pas à déclarer. Il y a énormément de choses qui sont quand même exemptées, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur ces revenus-là. Évidemment, je vous l'ai dit un petit peu auparavant, on a certaines charges et dépenses qui n'ont pas, là aussi, à être déclarées. Et donc, du coup, qu'il faudra bien déduire de vos revenus. Je pense à la CSG. Je pense aux pensions alimentaires. Voilà, si vous versez une pension alimentaire, notamment dans le cadre, suite à une décision de justice, dans le cadre notamment d'un divorce, vous pouvez la déduire. Je pense aussi, si jamais vous versez une pension alimentaire à un enfant, alors attention, qui n'est plus à votre charge. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier d'une quote-part supplémentaire, donc d'un quotient et donc d'une quote-part plus élevée qui vous fait diminuer votre impôt, et en même temps déduire une pension que vous allez verser à votre enfant qui est rattachée à votre foyer. Vous pouvez par contre déduire une pension que vous allez verser à un enfant, par exemple, majeur, qui fait des études, mais qui n'est plus, qui fait sa propre déclaration. Voilà. Ensuite, évidemment, vous avez aussi tout ce qui est les frais d'accueil. Si jamais vous avez sous votre toit vous hébergez des personnes modestes, vous pouvez déduire aussi ces frais d'accueil. Si, imaginons, vous avez commis une erreur, même si avec tous ces conseils, vous n'allez pas en commettre, et que cette erreur, elle a été commise de bonne foi. C'est important, c'est une notion chère à l'administration fiscale, cette bonne foi. Ici, c'est tout à fait possible de corriger cette déclaration. Notamment, vous avez un lien sur impôts.gouv quand vous aurez effectué votre déclaration qui vous donne le droit de corriger cette erreur. Si jamais, par contre, vous n'y parvenez pas ou alors que vous faites votre déclaration papier, ici, vous pouvez contacter le service d'impôt des particuliers dont vous dépendez. Donc, soit vous leur faites un courrier, soit vous les contactez par téléphone. Et vous avez normalement une déclaration papier à faire derrière pour pouvoir rectifier. Mais voilà, pas trop de panique, on va dire, sur ça. Aujourd'hui, on a en fiscalité quand même un droit à l'erreur qui se généralise de plus en plus. Et heureusement, parce qu'avec la difficulté, on va dire, finalement toute cette administratif, vous pouvez faire une erreur. Mais attention, elle doit être de bonne foi. Vous ne devez pas tromper l'administration. Alors, maintenant, évidemment, la question que tout le monde se pose une fois qu'on a déclaré, une fois qu'on a bien enlevé de nos revenus tout ce qui n'est pas imposable, qu'on a bien déduit toutes les charges qu'on peut déduire, qu'est-ce que je vais payer comme impôt? Donc, alors, vous savez tout ce qui est simulateur. Vous pouvez, en principe, si vous avez les bons éléments, ça tombe plutôt juste. C'est un bon outil. Maintenant, la formule magique pour calculer votre imposition, elle est simple, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre votre revenu net imposable.
D'accord. Et ce revenu net imposable, vous allez le diviser par ce qu'on appelle du coup vos parts de quotient familial. Alors, ce quotient familial, dans l'autre slide, il est développé. C'est en fait en fonction des personnes que vous avez à votre charge. Comme je vous ai dit au préalable, donc un couple a une part chacun. Donc ça donnera à 2 parts. Sans enfant, vous avez 2 parts. Donc votre revenu imposable, vous allez le diviser par 2. De premier enfant, vous avez 0,5 en plus. Deuxième enfant, vous avez 0,5 en plus. Donc ça vous fait 3 parts. À partir du troisième enfant, vous allez rajouter une part. D'accord? Donc, et après, à partir du troisième, voilà, c'est plus 1, plus 1, plus 1. Donc, ce revenu net imposable, vous allez le diviser par le nombre de parts. C'est pour ça, j'en reviens un petit peu au début, n'oubliez surtout pas de déduire et de bien remplir, surtout, excusez-moi, en cas de naissance, en cas de séparation, voilà. C'est très, très important. Ça paraît assez anodin, cette première partie, mais c'est finalement ce qui va conditionner le calcul de l'impôt. Donc, une fois que votre revenu net imposable, vous l'avez divisé par votre nombre de parts, vous allez, je pense que c'est important, vous allez finalement l'appliquer à votre fameux barème progressif et donc ces fameuses tranches d'impôt sur le revenu. Dans les prochains slides, voilà, vous avez ce fameux tableau avec ce taux d'imposition parfois qui nous paraît, on a un petit peu de mal à comprendre comment ça s'applique. C'est ce fameux principe d'imposition par tranche. Donc, ça veut dire que jusqu'à 10 225 €, vous n'avez pas d'imposition. Voilà. Donc, on n'est pas imposé. Donc, et je parle de ce revenu net imposable divisé par le nombre de parts. C'est ce chiffre-là auquel vous allez devoir appliquer le barème à l'impôt sur le revenu. Ensuite, tout ce qui dépasse 10 225 et jusqu'à 26 070, vous allez lui appliquer 11%. Au-delà, donc entre 26 071 et 74 545, je ne connais pas par cœur mes tranches, c'est 30%. Ensuite, vous avez l'avant-dernière tranche donc, qui est de 74 546 à 160 336. Là, c'est 41%. C'est-à-dire que vous n'allez pas appliquer, par exemple, j'imagine, un revenu à 75 000 €. Vous n'allez pas lui appliquer en totalité 41%. C'est ça vraiment le mécanisme de la tranche. Parfois, c'est difficilement compréhensible. Mais c'est vraiment la part entre 10 226 et 26 070. Je vais lui appliquer 11%. L'autre part, je vais lui appliquer 30, 41. Et après, pour les chanceux ou non, voilà, pour les revenus supérieurs à 160 336, là, de 160 336 à des millions d'euros, ça sera 45%. Et avant, les tranches de revenus précédentes, même si je gagne 500 000 € par an, mes tranches de revenus jusqu'à 10 225 ne seront pas imposées. Entre 10 226 et 26 070, ce sera 11%, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que ce ne sera pas la totalité de votre revenu qui sera imposée à, par exemple, 30%. Vous avez des tranches. Il me semblait important de vous donner des exemples très concrets, rapidement. Le cas, on va dire, classique, même si j'aime pas ce mot et que ça veut rien dire, un couple marié ou pacsé, qui a 2 enfants, on a un revenu imposable, par exemple, à 55 950 €. Non, d'ailleurs, non, à 75 000 €, je préfère. 75 000 €. Couple marié, donc ils sont 2, ils ont chacun une part, 2 parts. Ils ont 2 enfants. Je vous rappelle que les 2 premiers enfants donnent droit à 0,5 parts supplémentaires. Donc ici, j'ai 75 000 € que je vais diviser en 3, vu que j'ai 3 parts. Donc ça me donne 25 000 €. C'est à ce montant-là que je vais appliquer mon barème de l'IR. Donc de 0 jusqu'à ma première tranche, donc 10 225, rien, 0%. Et donc de 10 225 jusqu'à ici, ma deuxième tranche, donc 26 070, donc j'applique 11%. Et donc ici, je pense que vous le voyez à l'écran, ici j'ai 14 774 €.
que ça c'est ma tranche en fait. Et c'est à cette tranche-là que j'applique mes 11%. J'espère que je suis à peu près claire. Et donc, ça me donne un montant donc, à 1625, auquel j'ajoute mes 0 € de ma première tranche. Et donc, je vais avoir 1625, auquel, évidemment, je ne m'arrête pas là, je vais devoir remultiplier par mon quotient, donc par 3, c'est-à-dire mon nombre de parts. Et là, je vais avoir mon montant d'imposition, qui est de 4 875 €. Voilà, ce petit calcul que, voilà, si jamais vous voulez un petit peu vous projeter, vous allez devoir faire. Juste petit aparté, et après je vais aller très vite. Vous avez un mécanisme de plafonnement du quotient familial en fonction du nombre de parts. Alors, c'est pareil, là, vous avez c'est un petit tableau que vous allez pouvoir retrouver assez facilement, mais notamment, ce plafond, il est par 0,5 parts supplémentaires de 1592 €. D'accord? Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, si vous avez un enfant, d'accord, vous ne pourrez pas avoir un avantage fiscal supérieur à 1592 €. Voilà, c'est vraiment un plafond. Et en fait, à chaque fois, ce plafond augmente. En fonction, plus vous avez d'enfants, plus il augmente. Plus vous avez de parts. Donc, maintenant que vous savez combien est-ce que vous allez payer d'impôts, n'oubliez pas à apporter certains petits correctifs. Je pense notamment justement à ces réductions et crédits d'impôts. Donc là, c'est pareil, je vais vraiment évoquer très, très rapidement les plus importants et ceux qui reviennent, on va dire, le plus souvent. Juste avant de commencer et de rentrer dans les détails, je vous rappelle, réduction crédit d'impôt, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez certaines dépenses qui vous donnent droit à une réduction d'impôt. La réduction d'impôt, c'est une somme qui va venir du coup diminuer votre impôt. Attention, elle ne va pas pouvoir vous amener à une restitution d'impôt. C'est ça la grande différence avec le crédit d'impôt. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 2500 € d'impôt à payer et que vous avez une réduction d'impôt de 2600 €, votre impôt, il sera de 0. On ne vous restituera pas les 100 €. Voilà. Ça ne peut pas aller en deçà de 0 €. La différence avec le crédit d'impôt, où là, par contre, par exemple, vous avez un impôt de 2500 €, vous avez employé un jardinier, vous avez 2500 € de crédit d'impôt, plus 2600 € de crédit d'impôt, on va vous restituer les 2600 €. Donc, du coup, si vous voulez, ça va compenser et vous aurez carrément même 100 € de plus que votre impôt normalement touché. Donc, ça, c'est vraiment normalement à verser. C'est vraiment le distinguo à faire. La réduction d'impôt, vous ne pourrez pas aller en deçà de 0 €. Le crédit d'impôt, on peut vous restituer plus que ce que vous avez à verser d'impôt. Donc, sur ces réductions et crédits d'impôt, le crédit d'impôt auquel je pense et peut-être qui vous intéresse le plus instinctivement, c'est peut-être le crédit d'impôt garde d'enfants. Voilà, donc notamment, je pense, si vous faites garder votre enfant, comme beaucoup d'entre nous, on doit avoir recours à une crèche, une assistante maternelle, par exemple. Ce crédit d'impôt, il est alors, c'est un petit peu les joies des textes pondus qui sont liés à l'administration fiscale. Vous avez un crédit d'impôt qui est normalement de 50%, d'accord, des dépenses effectuées pour faire garder votre enfant. Attention, ces dépenses, elles sont, c'est-à-dire que ce crédit d'impôt, il est limité à 2300 € par enfant. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes dans une crèche, vous avez trouvé que ça, vous payez 9000 € de crèche par an. Donc, logiquement, vous lisez le texte, vous vous dites, j'ai droit à un crédit d'impôt de 4500 €, vu que c'est 50% de mes dépenses. Non, je vous arrête de suite. Le maximum, le plafond, c'est 2300 € de crédit d'impôt. Donc, on va vous restituer 2300 € au titre de cette garde d'enfant. Je pense aussi, alors parce que ça c'est très souvent une question et après je passe très vite aux réductions d'impôts en 2 mots, je pense aussi au crédit d'impôt, notamment pour la transition énergétique. Ça a dû vous parler pour tout ce qui est revenu foncier notamment. Ce crédit d'impôt sur la transition énergétique qui a été supprimé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, vous savez, ma prime rénov. Attention, par contre, ce crédit d'impôt, il apparaît toujours dans votre déclaration parce qu'il s'applique encore pour certaines dépenses
qui ont été notamment pour les devis ou les dépenses engagées en 2019 et 2020. Voilà, donc faites attention. Par contre, si aujourd'hui vous avez engagé des dépenses, typiquement vous changez votre chaudière, vous faites poser une clim, un chauffe-eau, voilà. Maintenant, c'est MaPrimeRénov' et c'est vraiment sous le système d'une prime. Très rapidement maintenant sur la réduction d'impôts. Réduction d'impôts, je pense, évidemment, on a les dons. Je vous en ai un petit peu parlé. Donc, les dons à divers organismes. Il y a eu pas mal de changements, notamment si vous faites un don à une association. Pour les personnes en difficulté, c'est assez intéressant. Avant, c'était 66% de réduction d'impôt du montant que vous avez fait de votre don. Maintenant, c'est passé à 75%. Alors là aussi, c'est limité, 1 000 €. Mais voilà, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, réduction d'impôt, très important, les frais de scolarité de vos enfants. Donc là, vous avez, pareil, dans la 2042 RICI, vous avez une case pour les frais de scolarité bien indiquée que vous avez un enfant qui est au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Voilà, vous avez un crédit d'impôt. Le fait d'employer quelqu'un à domicile, un salarié à domicile, que ce soit quelqu'un qui s'occupe de votre enfant à domicile, par exemple, là, on a une réduction d'impôt de 50% du montant payé. Voilà. Ensuite, y a énormément de choses. Sans rentrer trop dans les détails parce que là, c'est très technique et je pense que je peux pas, en tout cas, je pourrais pas répondre aux questions sans avoir les informations nécessaires, toutes les réductions d'impôts pour les investissements. Je pense à Cellier, Duflo, Pinel, etc. Où là, vous avez pareil des réductions d'impôts nécessairement, on va dire, applicables si vous avez réalisé ces investissements. Voilà, on a fait à peu près le tour. Tout à fait, merci beaucoup Maître Rousier, c'était très très clair et vous m'avez presque donné envie de m'y mettre ce week-end. De faire votre déclaration. Exactement, j'ai vu qu'il me reste un peu de temps en ligne, oui. Mais bon, il faudra s'y mettre. Vous avez d'ailleurs parlé, votre dernière intervention, les dernières slides sur combien j'allais payer d'impôts et c'est important d'évaluer ce montant-là, donc n'hésitez pas aussi, j'en profite en ayant la casquette banque, de consulter votre conseiller, votre conseiller patrimonial. Il existe tout un tas de dispositifs justement pour travailler ce montant des impôts, pour les réduire. C'est des choses qu'il faut anticiper des fois l'année avant, mais il a encore temps jusqu'à la fin d'année en fait pour agir sur ce montant des impôts. Oui, tout à fait, complètement. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. Alors, il y a un grand nombre de questions. C'est un sujet vraiment qui a suscité pas mal d'interrogations. On va prendre les premières que je vois. Donc, j'ai oublié de noter. Alors, c'est Emilia. J'ai oublié de noter sur mes dernières déclarations sur une location qu'elle était meublée. Donc, j'imagine, c'est pour le correctif peut-être. Ouais, donc vous allez devoir faire un correctif. Alors, du coup, attention, parce que vous savez qu'en fonction de la location, si elle est meublée ou si elle est nue, c'est pas la même imposition. Notamment, si votre location est meublée, vous allez être imposé dans les bénéfices industriels et commerciaux. Si elle n'est pas meublée, ça sera les revenus fonciers. Donc, moi, dans ce cas-là, ça peut avoir un impact, si vous voulez, sur votre déclaration. On peut venir vous embêter parce que notamment le régime, le BIC meublé, en plus, c'est dommage pour vous, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a quand même un abattement de 50%. Je vous conseille vraiment de passer un petit coup de fil à l'administration fiscale ou alors faire un courrier explicatif avec votre nouvelle déclaration. C'est-à-dire que cette année, vous remplissez bien. BIC, location meublée, et vous joignez avec un petit courrier expliquant, ben voilà, l'année dernière, j'ai oublié, je me suis trompée, voilà, la bonne foi. On essaie de se raccrocher aux branches et voilà, vous faites un petit courrier explicatif pour régulariser tout ça. Très bien. Parfait, je vous propose une autre question. Alors de Sandrine. Bonjour, mariée sous le régime de la séparation des biens, séparée de mon mari depuis novembre 2021, mais pas encore divorcée. Que me conseillez-vous pour ma déclaration? Alors, logiquement, si vous n'êtes pas encore séparés, donc s'il n'y a pas eu d'acte, on va dire, juridique au niveau de la séparation, vous êtes censé continuer à faire votre déclaration commune. Alors, j'imagine que vous vivez plus sous le même toit. Donc, vous pouvez signaler ça à l'administration et je pense, au regard de votre question, vous commencez à t'orienter, que vous pouvez faire votre déclaration
en signalant du coup un changement le fait que vous ne vivez plus sous le même foyer. Alors faites attention s'il y a des enfants, voilà, à bien savoir qui prend en charge les dépenses, parce que si c'est vous qui avez les enfants sous votre toit, il faut bien le signaler et il faudrait que monsieur du coup en fasse de même en disant là c'est pareil, quand vous avez des cas un peu spécifiques qui ne rentrent pas dans les cases, nous ce qu'on conseille c'est vous joignez un petit mot, il y a de quoi mettre des observations, vous indiquez qu'il y a une procédure séparation en cours et vous faites chacun votre déclaration si vous ne vivez plus sous le même toit. Voilà. Parce que, évidemment, si vous vivez sous le même toit, c'est le même foyer, la même adresse, vous êtes censé encore avoir une vie commune, même si ce n'est pas forcément la réalité, mais il faut qu'il y ait une séparation du foyer. Très bien, merci. Une autre question de Christophe. Bonjour, comment faire le calcul pour savoir s'il est plus intéressant de garder des enfants majeurs rattachés à son foyer fiscal plutôt que d'avoir des déclarations séparées avec les pensions alimentaires, c'est-à-dire nourriture, loyer, versées à mes enfants? J'ai 2 enfants majeurs. Alors, ça, c'est la question. C'est la question qui revient tout le temps. Alors, concrètement, là, je vais pas pouvoir vous dire quelle est la meilleure solution. C'est un petit peu nous ce qu'on fait pour nos clients, on va dire, qui viennent nous voir régulièrement. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien simple. Vous regardez finalement peut-être votre déclaration précédente, j'imagine que vos enfants étaient rattachés, il faudrait que vous fassiez une simulation en simulant en bien ajoutant que vous allez leur verser une pension alimentaire. Attention, je suis désolée, j'ai plus le montant en tête, mais vous avez un plafond pour la pension alimentaire versée à vos enfants majeurs. En fait, pour 2 enfants, très souvent, encore une fois, tout dépend vraiment de vos revenus. C'est un peu difficile, c'est-à-dire que aussi il faudrait que j'ai vos revenus, il faudrait que je sache combien vous allez vouloir verser comme pension alimentaire. Et aujourd'hui, si vos enfants sont encore, du coup, ils sont majeurs, j'imagine qu'ils font des études supérieures. Très souvent, c'est quand même plus intéressant, mais là encore, c'est en fonction des revenus et de votre tranche des impositions. Si vous êtes en dessous de 30, c'est beaucoup plus intéressant de les garder rattachés. Si vous êtes au-dessus, ça l'est moins. C'est la règle, on va dire un peu... Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort. Mais il faut vraiment que vous simuliez, c'est-à-dire en fonction de vos revenus combien est-ce que vos enfants, avec cette part supplémentaire, vous en avez 2, ça vous apporte une part, les 2. Et si vous leur versez une pension, attention, il y a un montant limite de déduction de la pension qui... c'est vraiment en fonction de votre tranche d'imposition. Donc, bien simuler, surtout. Voilà. Mais c'est la question très classique. Simplement, il faut avoir les informations. Ouais, là, c'est un petit peu compliqué. Une autre question de Nathalie. Nous avons reçu une prime de mobilité externe suite à notre démission reconversion. Nous l'avons mis dans les revenus exceptionnels. Ouais, est-ce bien correct? Tout à fait. C'est parfait. Une petite question moins technique, c'est y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay à disposition. Elle s'est glissée entre 2 questions en relation avec le sujet. Alors, Shelley, bonjour, je travaille depuis environ 5 ans. J'ai rempli plusieurs premières déclarations, mais je n'ai jamais reçu de numéro ou d'avis d'imposition. Que dois-je faire? Là, il faut vraiment que vous contactiez le service des impôts auquel vous êtes rattaché parce que c'est très étrange. Et puis, surtout, si alors vous avez peut-être changé d'emploi, enfin, je ne sais pas, c'est surtout, est-ce que vous avez bien fait vos changements d'adresse parce que logiquement, ils vous envoient... voilà, ou même par mail aujourd'hui ou faites un petit mail sur votre compte impôt.gouv en ligne et sur ça, vous devriez avoir un retour. Mais il faut le faire, c'est important. Ou courrier aux impôts. Une autre question? Allez-y. Allez, il nous reste encore du temps un petit peu. Une question de Sophie. J'ai 2 enfants majeurs handicapés. Dans quelle case je dois les mettre? Alors, je prends... vous devriez avoir au niveau de la situation personnelle, vous devriez avoir en première page, je suis désolée, je ne connais pas les cases par cœur de la 2042, mais vous devez avoir, je pense que c'est en page 2, en haut, vous devez avoir une case correspondant du coup aux personnes à votre charge, type mobilité, handicap, voilà. Et il faut bien que vous signalez aussi que vous êtes parent isolé si vous êtes toute seule. Très important. Mais vous devez avoir, voilà. Et là, c'est pareil, signaler, moi je conseille toujours parce que mieux vaut trop en mettre que pas assez.
signalez bien que voilà, ce sont vos 2 enfants, que les 2 enfants sont handicapés et que vous les avez à votre charge, à votre domicile. Je rebondis sur cette question parce que c'est important. Tout ce qui est équipement dans la maison, le fait que vous ayez dû équiper votre maison pour l'adapter aux besoins de vos enfants, là, c'est pareil, ce sont des dépenses qui peuvent être déduites. Donc vraiment à déclarer. Mais oui, visuellement, je suis désolée, j'ai pas la case en tête, mais sur votre page 2, vous devez avoir du coup une case à cocher et n'oubliez pas de cocher parents isolés pour vous permettre du coup, parce que ces 2 enfants du coup qui sont en situation de handicap, vous permettre entre guillemets d'avoir des parts supplémentaires, demi-part chacun supplémentaire. On va changer un petit peu de sujet, on va se diriger vers les frais d'entretien. Donc, une question d'Emilia concernant les frais d'entretien pour une location. Peut-on déduire l'entretien arbre, tonte, donc carburant, machine et déplacement kilométrique? Alors, je suis désolée, j'y vois pas. Alors, vous m'avez dit entretien. Oui, donc entretien des arbres, tonte, oui, tout ce qui est entretien des jardins, pas de problème. Par contre, déplacement kilométrique, je pense pas du tout parce que si vous voulez, ça n'a pas lieu d'être. Ça rentre pas dans vos charges au niveau de vos revenus fonciers. J'imagine que c'est déplacement entre votre domicile et les biens que vous louez, donc ça non, pas du tout. Par contre, tout ce qui est lié à l'entretien du jardin, si vous louez une maison, oui. Très bien. Une autre question de Stéphanie. À quel moment est-il intéressant de se déclarer aux frais réels? Alors, là, pour les frais réels, j'imagine que c'est par rapport au salaire. Là, encore une fois, c'est un calcul à faire. Tout dépend, j'ai envie de vous dire, si votre lieu de travail est assez éloigné de votre domicile, si vous êtes contraint de manger à l'extérieur parce que justement, vous êtes éloigné, voilà, 10%, c'est pas grand-chose. Donc c'est-à-dire que si vous avez des contraintes du fait, très souvent c'est l'éloignement, hein, domicile-travail, là ça devient plus intéressant. C'est un calcul à faire parce que 10% ça va très vite. Si vous êtes à 15 km de votre lieu de travail, concrètement ça devient plus intéressant. Voilà. Très bien. Alors là, on va se diriger un peu plus sur le financier. Une question de Jean-Paul. Comment et où déclarer un compte à l'étranger? Alors, vous avez une rubrique sur tout ce qui est compte à l'étranger et au niveau de la déclaration. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est la 2042. 2042C, il me semble, pour tout ce qui est compte à l'étranger. Par contre, et faites attention parce que sur cette déclaration, quand vous avez des revenus à l'étranger, alors en fonction de vos revenus, mais vous payez un impôt à l'étranger qui vous donne droit à un crédit d'impôt en France. Donc ça, c'est pareil, faites attention à ne pas oublier d'enlever ce crédit d'impôt. Voilà. Mais oui, 2042, c'est, il me semble. On n'a pas beaucoup de comptes à l'étranger. J'ai pas beaucoup pratiqué. Une autre question de Natacha sur les dernières pourcentages de prix. Actuellement, il faut jongler avec des sommes pour être au plus proche des pourcentages qu'on veut. N'y a-t-il pas un espace sur le site où on peut tout simplement marquer le pourcentage que chacun veut? Si, tout à fait. Normalement, vous pouvez, j'imagine que vous êtes dans évidemment des revenus non salariés. Pour les acomptes, vous pouvez normalement sur votre espace mettre l'acompte que vous souhaitez en fait. Et donc, du coup, vous aurez un prélèvement qui peut être différent. C'est vraiment sur votre espace en ligne, votre espace pro, souvent pour les non salariés. Et vous allez pouvoir... pro ou perso même d'ailleurs, vous allez pouvoir moduler votre acompte. Ça, il n'y a vraiment aucune difficulté. Par contre, vous allez avoir une régule en fonction de ce que vous devez vraiment payer à la fin de l'année. Donc, si vous avez mis un peu moins, voilà. Mais après, évidemment, si votre foyer, si du coup vous payez une imposition commune, s'il y en a un qui peut prendre plus à sa charge que l'autre, il faut le faire. Il faut le faire, tout à fait. Très bien. On prend peut-être une dernière question. Une prime de rupture conventionnelle doit-elle être déclarée? Oui. Donc, c'est une question de Frédérica. Oui. Oui, elle doit être déclarée. Vous avez d'ailleurs, dans tout ce qui est indemnité de rupture conventionnelle, c'est différent des indemnités de licenciement, où là, on a certains licenciements où les indemnités, évidemment, ne sont pas imposées, mais la rupture conventionnelle, oui.
Et vous avez d'ailleurs une petite case indemnité pour tout ce qui est fin de contrat et notamment rupture conventionnelle. Merci. Alors, il y a pas mal de questions et je crois d'ailleurs que vous avez un numéro peut-être à indiquer. Tout à fait. Le barreau de Bordeaux a mis en place en fait une ligne pour vous permettre d'avoir un avocat directement du coup en ligne et peut-être que vous pourrez avoir des conseils un peu plus personnalisés en donnant un petit peu plus d'éléments. Là, on est un peu pris par le temps. Je vous donne le numéro, vous pouvez appeler cette ligne et vous aurez cette ligne, elle est ouverte jusqu'à demain. Le numéro, je vous le donne, alors c'est le 05 24 99 39 76. Voilà, donc n'hésitez pas, cette ligne elle est ouverte jusqu'à demain pour appeler. Vous aurez des conseils, voilà, peut-être un peu plus personnalisés. Vous aurez peut-être un peu plus le temps, entre guillemets, de donner et puis surtout d'avoir des réponses à ce qui vous préoccupe. Et je crois qu'en plus, c'est gratuit. Exactement. Et j'ai oublié de préciser ça. Merci beaucoup. C'est totalement gratuit. Ouais, voilà, n'hésitez pas. Bah, écoutez, merci beaucoup encore pour la qualité de votre intervention. Merci à tous pour votre attention et au plaisir vraiment de vous retrouver sur un prochain webinaire du Club des experts CIC en partenariat avec les avocats du barreau de Bordeaux. On vous souhaite une excellente journée. Oui, merci à toutes beaucoup. Et tous, bonne et journée. à très bientôt.